étions censés passer 3 jours ensemble au forum à Rennes. Qu'avions-nous tant à nous dire? Plein de choses, comme toujours. D'abord, bonjour à toutes et à tous qui êtes en ligne. Effectivement, j'ai quelques informations à vous donner sur Capcom en ouverture de cette émission. D'abord, je veux vous dire que je suis particulièrement heureux de vous retrouver, même sous cette forme. Mais c'est vrai qu'en ce jeudi 10 décembre, nous aurions tous dû être à Rennes pour la plénière de clôture du 32e Forum de la communication publique. Bon, un méchant virus nous a obligés à transformer l'événement. Si attendu, c'est fort dommage. Je dois dire que c'est la première fois depuis 1988 qu'un forum et qu'une remise du Grand Prix de la communication publique doit ne pas se tenir comme ça a été prévu. Bon, pourtant, je crois que cette année, c'était particulièrement important qu'on puisse s'y retrouver. Bon, à la place du forum, il y a cette cérémonie de remise du Grand Prix en ligne, mais ce n'est pas le seul événement où Capcom va vous convier. Au premier semestre prochain, le 32e forum se déclinera en région à travers 6 rendez-vous dans 6 villes différentes. C'est ce que nous appelons le Capcom Tour. Nous y aborderons les thématiques du forum, celles qui étaient dans le programme que vous avez reçu, avec les conférences, les ateliers et j'espère toute la convivialité qui est celle du forum. J'en profite pour remercier le comité de pilotage de Capcom, tous ces DIRCOM qui consacrent du temps à concevoir et préparer le programme et qui aujourd'hui l'adaptent pour le Capcom Tour. Donc c'est le forum qui va venir dans vos territoires, auprès de vous et j'espère que nous nous y retrouverons nombreux l'année prochaine. En attendant, le 33e forum de décembre dans un an et nous allons vous annoncer la destination à la fin de cette émission. Avant de penser à l'année prochaine, j'ai envie de rapidement vous parler de cette année qui s'achève, une année très particulière qui, je crois, va rester dans l'histoire. Jamais, il me semble, la communication publique a été aussi présente, aussi importante qu'en ce temps de pandémie. Nous avons découvert le rôle, l'importance à la fois de la puissance publique, des services publics et de la parole publique. Bien sûr, je crois que la communication gouvernementale n'est pas absente de critiques. La faible participation aux élections municipales, je crois, est pour nous aussi inquiétante. Les théories complotistes et les fake news ont continué malheureusement à polluer le débat public. Mais j'observe, à partir des sondages récents, que le besoin et la confiance dans la parole publique n'ont plus que jamais été importants. Pour vous, pour les communicants publics, l'année a donc été intense. Je crois que vous avez souvent été en première ligne. Vous avez fortement communiqué sur les recommandations sanitaires. Vous avez informé sur la continuité du service public. Vous avez contribué au fonctionnement de votre collectivité locale, notamment en télétravail. Vous avez aussi accompagné les initiatives locales en temps de confinement. Vous avez maintenu le lien avec les citoyens et vous avez ainsi démontré l'utilité de la communication publique. En un mot et très sincèrement, félicitations. L'année aura aussi été intense pour Capcom. Votre réseau professionnel a été particulièrement sollicité depuis février. Informations, échanges d'expériences, sollicitations, débats. De plus, Capcom a dû adapter tous ses services et tous ses événements. Je crois sincèrement que l'équipe Capcom a fait preuve d'agilité, mais aussi les communicants publics que vous êtes ont répondu présents depuis février dernier. Pour preuve, entre autres, le succès des formations en distanciel qui ont été organisées. Vous le savez, toutes les activités de Capcom sont conduites dans le cadre de la coopérative du réseau. Une coopérative d'intérêt collectif regroupant des communicants attachés à la solidité et à la pérennité de leur réseau professionnel. Aujourd'hui,
je vous invite à rejoindre votre coopérative. Plus elle reposera sur un grand nombre d'entre vous, plus elle pourra apporter une aide à l'ensemble de la profession et mieux elle répondra dans l'avenir à l'attente de chacun. En conclusion, allez, juste un mot sur justement l'avenir. L'avenir, cette année, nous l'avons résumé en un mot. Transition. Certes, voilà plus d'une dizaine d'années que nous avons tous pris conscience du défi climatique. Mais 5 ans après les accords de Paris, nous savons que la parole publique va devoir accompagner fortement les changements de comportement et les évolutions de la société. Nous mesurons que la responsabilité des communicants publics va être importante et que le métier va être bouleversé. Alors, tous en transition, c'était le thème du forum, c'est le thème des Capcom Tours en région. Tous en transition, nous allons en parler immédiatement avec 2 de nos invités qui ont animé cette réflexion au sein du réseau. Et tous en transition, c'est aussi un appel que je vous lance pour que nous préparions notre métier à ses responsabilités dans les prochaines années. Voilà, merci à tous, à bientôt dans le réseau et surtout, bonne cérémonie. Merci Bernard pour ces mots d'introduction. Et je crois que désormais toute la France nous a rejoints puisqu'on a des témoignages qui nous viennent de la France et d'au-delà. Bienvenue à tous. Et je vous propose donc de laisser la place désormais à Erwan Lecoeur qui va me rejoindre et Thierry Libart qui nous rejoindra dans quelques instants. Bonjour. Erwan, bienvenue. Merci, bonjour. Erwan Lecoeur, vous êtes sociologue et consultant en communication. Vous avez écrit plusieurs livres sur la montée des populismes et sur la transition écologique. Certains vous reconnaîtront également au sein du réseau puisque vous avez été directeur de la communication de la ville de Grenoble et vous êtes membre du comité de pilotage de Capcom. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant et je vous propose de rentrer à petits pas dans notre sujet des transitions et de la mobilisation citoyenne. Tous en transition, c'était donc le thème du forum que Bernard Deljari nous a rappelé et ce sera celui de Capcom Tours qu'on vous réexpliquera un petit peu plus tard. Expliquez-nous ce thème, la transition, en quelques mots. Alors, le thème de transition est devenu très à la mode. En tant que communicant, on le sait. On a parlé longtemps de développement durable, on a parlé de changement climatique, puis on a parlé d'adaptation au niveau gouvernemental et dans nos métiers, puis récemment d'effondrement. Alors, qu'est-ce que la transition vient apporter à tout ça? D'abord, il faut dire que le défi climatique s'accélère, qu'il y a également une prise de conscience qui s'accélère, qui est forte, qui est mondiale, du fait que quelque chose doit changer. Donc, le problème, c'est que de plus en plus de monde pense qu'il faut changer quelque chose, notamment sur les questions environnementales, et pourtant, ça ne change pas. Donc, on est dans une forme de dissonance cognitive, hein, c'est un terme un peu barbare pour dire on aimerait bien, mais on n'y arrive pas, et même une forme de dépression globale, ce que certains appellent déjà la solastalgie, une dépression liée au changement climatique notamment. Et ça peut conduire à plein de choses, tout ça. Ça peut conduire à des replis identitaires, à des populismes, Bernard Deljari l'a évoqué, ou à une société plus durable, plus apaisée. On peut s'entraider ou s'entretuer, mais tout ça, ça se prépare. Et la transition, dont on dit qu'elle est écologique, c'est un chemin. Hein. Mais à mon sens, la transition n'est pas écologique, elle est sociologique. Et c'est là que on fait face à des bouleversements qui sont socio-écologiques. Les réchauffements, la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, la santé, les mouvements migratoires, les inégalités, tout cela sont du socio-écologique et pas seulement de l'écologie. C'est les transformations dans nos modes de vie, de production, de consommation, de déplacement, dans l'organisation institutionnelle même et démocratique. Voilà, tout ça donc concerne au premier chef, ce chemin concerne les communicants publics parce qu'ils sont d'abord des citoyens, mais aussi des professionnels qui ont une responsabilité. Leur rôle, on l'a bien vu pour la Covid, évolue fortement au moment des crises. Et donc faire évoluer le métier, lui donner un nouveau rôle, la transition, c'est ça. Il va y avoir une transition du métier de communicant public. Il ne faut pas être tétanisé devant ce challenge. C'est un challenge comme il y en a eu d'autres pour la communication publique.
Et alors justement, au niveau de la communication publique et des communicants publics, comment avez-vous travaillé avec ce sujet tout au long de l'année? Alors, beaucoup de gens travaillent sur ces questions de transition depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Au sein de la communication publique, il y a eu une sensibilisation d'abord, hein, je pense que Capcom y a contribué largement, des échanges d'expériences sur des méthodes d'engagement notamment, hein, puisque la transition, c'est un chemin vers un engagement à changer, autour du tri par exemple, autour des co-conceptions pour les communicants. Il y a eu des exemples, il y a eu déjà tout un tas de choses de faites. Ce que cette année a eu de particulier, c'est que depuis 2 ou 3 ans, il y a eu des groupes de travail particuliers, au sein de Capcom notamment, des comités de pilotage, il y a eu des articles, des débats aussi, des ateliers lors du dernier forum à Bordeaux. Donc on travaille sur la défiance, sur les élus, sur les institutions, aussi sur les fake news, parce que c'est aussi un combat contre une ambiance sociétale derrière, contre les discours simplificateurs également. On l'a vu par exemple avec Donald Trump et sa sortie de la COP 21 et de l'accord de Paris. Le guide de la communication responsable, qui est un élément non négligeable, hein, qui a été édité par l'ADEME, avec l'ADEME, par Capcom et d'autres, apporte de très bonnes pistes de travail. Et plus récemment, on a fait aussi un travail sur l'importance de la parole institutionnelle de proximité. On sait à quel point elle continue de peser. Le baromètre de la communication locale nous le montre à nouveau. Et même en cas de crise, et surtout en cas de crise, on se rapproche du local. Et donc, la prise en compte des priorités environnementales aujourd'hui, qui a été notamment exprimée lors des dernières élections locales, j'apprends rien à personne, hein. En gros, on a une abstention forte et une écologie qui a emporté quasiment les plus grandes villes de France. Eh bien, la communication publique contribue à cette prise de conscience et elle doit aussi l'accompagner désormais, puisque les gens ont voté, de l'opinion publique. Ça se traduit difficilement par des changements concrets, mais c'est quand même un des objectifs. Très bien. Alors, pour en revenir à cette ambiance sociétale, on va peut-être vous écouter sur cette ambitieuse question. Comment contribuer à faire changer les comportements alors que la parole publique est faible, peu audible dans la société? Vous savez, en sociologie, il y a plusieurs façons de faire changer les choses, d'influencer une société. Il y a la parole d'autorité, ça ne marche plus très bien. Il y a le conformisme, ça fonctionne, mais la publicité elle-même est obligée de changer. Et puis, il y a le fait de faire changer les gens quand ils sont déjà d'accord. L'opinion a bougé. 85% des gens disent c'est important l'environnement, vraiment. Mais 15 à 20% font quelque chose. Donc, il faut mettre en adéquation ce que les gens pensent et ce que les gens font. Et donc, il va falloir travailler sur les ressorts des changements de comportement désormais pour un communicant public, par exemple. On l'a vu dans la crise de la Covid, hein, ça nous a montré que des changements majeurs peuvent être faits très rapidement. On a changé, donc c'est possible. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est pas possible. C'est possible. Attention, il ne faut pas seulement de la contrainte ou de la communication infantilisante. Il va falloir que cette évolution des comportements nécessaires qui va entraîner une nouvelle évolution de l'opinion encore plus forte, mais l'opinion est déjà prête. C'est pas la même chose. L'opinion, elle peut être prête, il faut l'aider à à changer véritablement. Et pour ça, il faut accompagner les déjà convaincus pour qu'ils donnent l'exemple, changer des normes, cibler les réticents, les publics les plus éloignés. C'est être moins moralisateur, faut détechniciser le discours, je dirais, construire un récit crédible. Et puis surtout, il faut être transparent, pédagogue. Et donc, pour être crédible, il faut soi-même, je dirais presque, être formé, comprendre soi-même de quoi on parle, voire éventuellement être exemplaire. Eh bien, merci pour ces premières clés de compréhension. Pour aller un peu plus loin encore, nous sommes allés interroger Thierry Libart, auteur de livres et articles notamment sur la communication et l'environnement, et conseiller au Comité économique et social européen. Nous lui avons demandé ses conseils très méthodologiques aux communicants publics pour mobiliser les citoyens autour des questions de transition socio-environnementale. Je vous propose d'écouter ses réponses et puis de prendre un petit temps d'échange juste après. Bonjour, et heureux de vous retrouver, même à distance. Bernard Delgari m'a proposé un défi, celui de vous donner 6 conseils sur le sujet transition écologique, et cela en 6 minutes. Donc on va essayer de s'accrocher, 1 minute par conseil, donc ça va être un peu rapide. Premier conseil, c'est faites très attention à tout ce que vous dites sur le sujet de la transition écologique, parce que vous risquez de vous faire démentir. On a beaucoup dit, pour prendre quelques exemples, que la forêt française recule. C'est faux. On a longtemps mis en garde contre l'utilisation du papier, et il fallait préférer le numérique. On voit maintenant que le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre.
on focalise sur le véhicule thermique et on oublie de dire que le textile, ça représente, d'après les calculs, jusqu'à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc il y a un certain nombre de sujets comme celui-là, plus des citations. Moi, je suis effaré de voir une phrase comme quand les abeilles disparaîtront, il ne restera que 4 années à l'humanité, attribuée à Einstein, ou Chateaubriand qui dirait les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Personne n'a jamais dit ça. Donc voilà, faites juste un petit peu attention parce que sinon ça risque de faire mal en retour. Deuxième conseil, comprenez bien les attentes de l'opinion publique parce que là aussi, on fait dire énormément de choses au sondage. Je vais juste prendre un exemple. Pendant quelques années, j'étais administrateur de Fairtrade, Max Havelaar, et sur le commerce équitable, quand on voit les sondages, ben on s'aperçoit que 95% des Français disent avoir une bonne opinion du commerce équitable. 90% disent je pratique le commerce équitable. Et quand on regarde le chiffre d'affaires du commerce équitable en France, c'est à peine 15 ou 20 euros par foyer, c'est-à-dire rien. Donc, regardons plutôt les comportements plutôt que les déclarations. On sait qu'il y a un gouffre entre le déclaratif et le comportemental. Troisième conseil, dans la communication, faites attention à la bonne compréhension des objectifs de communication. Parce que comme on a peu de temps dans les métiers de la communication, on se contente bien souvent d'informer, de transmettre des informations. Et on sait que informer, transmettre une information, ça n'a jamais suffi à soi seul à modifier un comportement. Donc il y a des techniques, il y a différentes étapes dans la conception des actions de communication. Il ne faut pas oublier que la communication... Bonjour. Heureux de vous retrouver, visant simplement à transmettre une information. Quatrième conseil, soyez exemplaires dans vos actions de communication. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas simplement de lutter contre le greenwashing et de faire attention aux messages, mais qu'il faut également prendre en compte l'ensemble des supports de communication par une approche d'éco-socio-conception des actions de communication. Attention à la relation avec les fournisseurs et sous-traitants. Attention à la diversité des publics, attention aux stéréotypes. Voilà, il y a un ensemble de questions. La communication responsable, ce n'est pas seulement la communication sur la responsabilité, c'est l'ensemble d'un processus qui prend aussi en compte l'amont et l'aval des actions de communication. Cinquième, bien évidemment, attention à la crise. On est malheureusement encore en pleine crise Covid. Moi, j'étais effaré quand j'ai regardé les cartographies sur les risques qui étaient prévus en 2019. Le risque pandémie était dans les risques cartographiés les plus importants pour l'année à venir, que ce soit en termes d'intensité et en termes de durée. Et les 3 pays qui ont le plus prévu la pandémie, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis, c'est-à-dire parmi les 3 pays qui ont été les plus frappés. Donc attention à ne pas s'en tenir simplement aux signaux d'alerte. Il y a tout un dispositif à prendre en place qui en fait... Bonjour, heureux de vous retrouver, même à distance. Bernard Delgary m'a proposé un défi, celui de meilleur porte-parole d'une collectivité, d'une institution publique en crise. C'est souvent autre chose qu'elle-même. C'est souvent les alliés qui disposent de plus de crédibilité que vous ne pouvez en avoir. Et puis 6e et dernier conseil, c'est attention à la communication sur des sujets comme dérèglement climatique, parce qu'on est souvent dans une communication qui est beaucoup trop contraignante, une communication qui fait peur, une communication linéaire, une communication incantatoire. Donc, question de retrouver une communication qui donne envie. Moi, j'ai toujours en référence le célèbre discours de Martin Luther King, I have a dream. Donc, il ne raconte pas le cauchemar qu'il peut avoir, il raconte le rêve qu'il a pour l'Amérique. Donc, voilà, ne nous trompons pas de combat. Le combat, il n'est pas contre le dérèglement climatique. L'ennemi n'est pas le CO2.
Avant tout, on se bat pour un objectif qui donne envie aux gens de se mobiliser. On se bat pour un air plus pur, des produits plus sains, un mode de vie moins stressant. Et quand on sera d'accord, et on sera forcément d'accord sur ce type d'objectif, le dérèglement climatique, il apparaîtra pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un moyen au service d'un objectif. Et s'il vous plaît, arrêtons de mettre la neutralité carbone dans les objectifs principaux de cet objectif radieux de notre humanité. Il y a peut-être d'autres combats à envisager. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Sincérité, exemplarité, maîtrise de la communication comportementale, projet de société. Voilà, en quelques mots de Thierry Libart, une feuille de route tout à fait ambitieuse. Erwan Lecoeur, avez-vous remis votre micro? Oui. Oui. De manière sous-jacente, Thierry Libart invite les communicants publics à travailler de plus en plus en transversalité. En quoi cela a-t-il changé le métier du communicant public? Je ne sais pas si ça le change fondamentalement. Je pense que les communicants publics savent déjà depuis longtemps que leur métier évolue vers une forme de transversalité avec les citoyens, avec des parties prenantes, bien sûr avec les élus, avec les associations, avec des acteurs du terrain. De plus en plus, dans un tas de domaines, les communicants publics font déjà ce travail. Il s'agit pour la transition écologique, pour la transition vers les objectifs de développement durable, de continuer cela et surtout de le faire en entendant bien ce qui change dans la société à vitesse grand V. C'est-à-dire que chaque crise va bousculer tout un tas de représentations sociales qui étaient celles d'avant. Et donc la crise de la Covid, comme celle des tempêtes, comme celle des inondations, comme toutes les crises qui sont vécues de plus en plus souvent parce que nous avons de plus en plus d'accidents, de catastrophes, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, les assureurs le savent, les communicants aussi. Et donc, il va falloir travailler avec toutes les parties prenantes, et notamment aussi avec les agents en interne. Ça se fait déjà avec les relais associatifs, et aussi avec le monde associatif et celui de la culture, le monde scientifique également. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre de la culture et de la science là où on mettait beaucoup de sentiments et de choses comme ça. Il y a une théorie d'ailleurs pour faire ça, quelque part, pour influencer une société, pour faire changer une société, c'est la théorie des minorités actives. Il y a dans notre société des gens, des groupes qui sont déjà des minorités actives. C'est Serge Moscovici, un psychologue social, qui a inventé cette théorie, qui l'a découverte. En réalité, ça a toujours existé. Il y a un très bon film que certains connaissent peut-être, 12 hommes en colère, qui explicite bien cette théorie sur le fait qu'une personne peut faire changer 12 autres sur un sujet très important. Bien, donc les communicants peuvent prendre leur part dans ce monde en mutation, dans ce monde à sauver? Oui, ils ont leur part, bien sûr. Ils sont, d'une certaine façon, une minorité agissante. Ils sont un certain nombre, on le sait, quelques milliers, et ils sont influents parce qu'ils sont des médias et qu'ils sont crédibles. Une minorité active, en gros, c'est quoi? C'est apprendre et être soi-même compétent sur le fond du sujet. Donc son message crédible, ça veut dire qu'il faut le répéter et qu'il faut qu'il soit crédible. Donc ça, je dirais, il y a un peu de formation. Agir, avoir des comportements et être en capacité d'expliquer pourquoi on a ces comportements-là. L'exemplarité, hein, on l'a dit. Et puis se rassurer aussi, avoir une forme de reconnaissance entre soi, se mettre en consonance positive dans un groupe. Et ça, c'est important. Le groupe actif permet de ne pas se sentir seul. Et pour les communicants, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là à ne pas oublier. Un réseau professionnel comme Capcom doit contribuer, peut contribuer et contribue déjà sur le fond et sur le fait d'avoir un réseau d'entraide organisé, une communauté de référence, on appelle ça, hein, c'est des gens avec qui on se sent à peu près en symbiose et avec qui on échange les bons trucs, les bonnes façons de faire. Et c'est très important dans une minorité active qui peut être les communicants publics, par exemple. Et en quoi le discours porté par les communicants publics peut changer, et notamment en quoi éviter les discours autour de l'effondrement ou de la menace, et au contraire se tourner vers des perspectives plus engageantes et plus optimistes? On sait, on a fait des enquêtes, on sait que la transition, c'est un chemin. C'est-à-dire que c'est une façon d'aller vers quelque chose. Alors, c'est important, il faut le prendre. Ce chemin, il va falloir le prendre vers un monde plus durable, plus cohérent. On a des objectifs du développement durable qui nous permettent ça au niveau de l'ONU, hein, qui sont quand même un bon point de repère. Mais ce qu'il s'agit de proposer, et Thierry Libart l'a très bien dit, on est nombreux à le dire, pour des communicants, c'est de proposer un récit collectif, c'est-à-dire de donner à voir enfin une vision du monde et pas seulement des problèmes. Il faut aussi non seulement des solutions, mais un objectif. Et il faut porter quelque part un nouvel imaginaire. Je dirais en tant que sociologue, il faut de nouveaux codes
du bien vivre ensemble. Et c'est ça qui va entraîner les gens et qui va influer sur la société, qui va permettre aussi de donner toute sa place à une communication publique que j'appellerais responsable désormais. Très bien, merci Erwan Lecoeur, merci également à Thierry Libart. Voici certainement quelques matières à réflexion pour cette fin d'année 2020 et un début d'année 2021 plus engageant à bien des égards, on l'espère. Merci pour votre intervention. Certains posent des questions sur le fait de retrouver les éléments que vous venez d'exposer, ainsi que Thierry Libart. Évidemment, nous vous remettrons le replay de l'émission sur le site internet et on profitera certainement de la newsletter pour revenir sur les propos que vous nous avez proposés. Il m'est avis que la créativité et le sens des responsabilités des communicants publics seront certainement de solides appuis pour l'année à venir. Et voilà une transition toute trouvée pour passer à la révélation des campagnes de communication qui ont été les plus créatives, les plus exemplaires pour cette année. Je propose donc de laisser ma place à Yves Charmont, directeur de Capcom, pour la cérémonie du 32e Grand Prix Capcom. Et tout de suite, plongeons-nous dans les coulisses du Grand Prix. Amandine Serran, la fée Crochette, artiste recycleuse. Je m'intéresse aux déchets, toutes ces matières délaissées, voire gênantes. Je m'y intéresse et je les transforme. L'idée avec ce travail est une invitation à changer de regard sur ce qui nous entoure. En 2017, j'ai eu la chance d'avoir carte blanche pour dessiner le nouveau trophée du Grand Prix. Et j'ai également la chance de vivre avec un artiste métallier, ce qui m'a créé les fruits. 2020, sous le signe de la transition, je me suis dit que c'était parfait pour faire transiter les trophées de leur ancienne forme vers une nouvelle. Je me suis également positionnée sur faire résonner la transition en moi. Qu'est-ce que je voulais comme transition à l'intérieur de moi par rapport à mon travail? Et la réponse a été moins de perfectionnisme et peut-être d'aimer plus l'imperfection, d'aimer la surprise, puisque quand il se passe quelque chose d'inattendu, on peut se dire que c'est raté, mais on peut se dire aussi que c'est surprenant et que c'est intéressant. Et donc, il y a cette trace dans ces trophées cette année de tests que j'ai fait, que j'ai refait, des pastilles que j'ai retravaillées, que j'avais écartées et qui finalement sont là et bien plus intéressantes que si elles avaient été parfaites. Parce qu'elles témoignent de l'expérience. Qu'est-ce qui est important? L'expérience ou le résultat? Et peut-être que la bonne réponse se situe au milieu des deux. Bonjour à tous et de retour dans les studios de Capcom. On va appeler ça des studios. En fait, ce sont nos bureaux qu'on a un peu transformés. On commence à avoir l'habitude maintenant avec ce Covid qui dure depuis quelques mois, on va dire presque 9 mois. Et je suis très heureux de vous présenter maintenant ce palmarès du Grand Prix Capcom, ce palmarès qui aurait dû être présenté aujourd'hui à cette heure-ci. À Rennes, mais voilà, confinement oblige, on a changé un petit peu la donne. On a une ouverture avec Andréane Le Carpentier. On a fait un certain nombre de points et c'était très intéressant parce que ce thème de la transition, on y tenait et c'était important de donner un peu de sens dans cette journée, cette cérémonie qui va durer encore à une petite heure, le temps de retrouver l'ensemble du palmarès. On va retrouver également Andréane Le Carpentier à la toute fin de la cérémonie de façon à vous donner quelques rendez-vous et j'espère que vous serez fidèles. Quant à moi, eh bien, il est important pour moi de vous présenter ce qu'on vient de voir en quelques images, c'est-à-dire ce très bel objet qui est en fait le trophée. Ça fait quelques années qu'on travaille avec les fées Crochette et on était très heureux cette année de pouvoir vous montrer un peu les coulisses de la fabrication. Vous voyez, il y a du sens,
il y a de la matière, il y a beaucoup de cœur aussi. Et on va garder ce trophée auprès de nous. Alors celui-ci, il sera envoyé au Grand Prix. C'est la 10e catégorie. Le Grand Prix sera remis à la fin et ensuite on le renverra. Alors, les autres prix vont tous avoir aussi leur trophée comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous, ils sont déjà expédiés, prêts dans les entrepôts à rejoindre ceux qui sont lauréats. Justement, pour pouvoir parler de tous ces sujets, moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver maintenant tout simplement la présidente de ce 32e Grand Prix de la communication publique, afin de dire quelques mots sur ces campagnes. Céline Pasquale Espuni, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Aix-en-Provence, hein, il me semble, c'est ça. Voilà. Et on a l'habitude maintenant de faire ce genre de choses. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver lors du Capcom Tour. Vous seriez partante pour nous rejoindre? Oui, avec un grand plaisir. Bon, on est soulagé, c'est très bien. Alors, pour vous présenter complètement, Céline Pasquale Espuni, vous êtes professeure des universités donc à Aix-Marseille, on a bien compris, et vous êtes également co-directrice de l'INSIC. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste cette co-direction? Oui, en fait, l'INSIC, c'est un laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication. C'est l'un des 3 plus gros laboratoires de recherche spécialisés sur les sciences de l'information et de la communication. On est 110 à peu près dans le laboratoire. Et IMSIC, c'est un acronyme qui veut dire Institut méditerranéen en sciences de l'information et de la communication. Et donc, nous sommes des chercheurs, des enseignants. Nous sommes mobilisés autour d'un certain nombre de thématiques. Et l'une des plus importantes du laboratoire, c'est la communication environnementale, la communication autour de la transition et du développement durable, RSE. Donc, d'ailleurs, en parallèle, nous sommes en train de faire un colloque sur les héros OS et les héros AUTS de l'environnement. Donc, voilà, c'est IMSIC, mais comme il y a dans toutes les universités de France des beaux laboratoires en sciences de l'information et de la communication. Les héros de la communication, ça nous parle, parce qu'à Capcom, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de noter cette tendance. Il me semble bien que d'ailleurs, c'était une des tendances du Grand Prix, du 31e Grand Prix. C'était l'an dernier à Bordeaux. Il y avait effectivement beaucoup de super-héros même. Alors, on sera très intéressé de vous entendre sur le sujet, mais pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ce qui nous intéresse, Madame la Présidente, c'est de savoir un peu quand vous avez vu l'ensemble de ces campagnes nombreuses qui ont été présentées par les collectivités, les organismes publics pour le Grand Prix Capcom, vous avez peut-être, j'imagine, observé des signaux forts, des signaux faibles qui pourraient éclairer le réseau. Écoutez, oui, d'abord, je voudrais remercier toutes vos équipes à Capcom pour la façon dont tout le jury a eu lieu, en fait, c'était extrêmement agréable. Nous avons été complètement accueillis et tout nous a été facilité parce que du travail, il y en avait. On y a passé longtemps pour essayer de peser, de mesurer, de voir un petit peu toutes ces campagnes dans toute leur profondeur. Et c'est vrai qu'on peut voir en diagonale un certain nombre de choses, de signaux forts et de signaux faibles. Et les signaux faibles peuvent être aussi, enfin, toute leur puissance aussi dans ce jury de cette année. Bon, pour ma part, je parle depuis mon observatoire, hein, c'est-à-dire que, bon, vous le savez, je suis spécialisée en communication environnementale et autour de la transition, donc si forcément je vais être sensible à ce genre de choses. Donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais il faut aussi comprendre qu'en fait, le jury, je l'ai trouvé tourné là-dessus et objectivement, je pourrais vous démontrer que c'est le cas. Donc, effectivement, le jury cette année a eu affaire à des campagnes qui globalement montrent 3 grandes tendances, il y en a sans doute d'autres, ce sont celles auxquelles moi j'ai été sensible. Donc on a vu en fait, déjà en termes de lauréats et de campagnes qui nous ont été présentées, beaucoup de campagnes qui nous venaient des communautés de communes, une grande place, peut-être que vous allez en parler, qui pose aussi des questions de maillage territorial et puis de contexte politique. Alors, c'est une année particulière, il y avait le Covid et il y a eu, c'est vrai, un événement énorme qui s'est passé, en plus des municipales, donc c'était peut-être pas simple pour tout le monde de se retourner dans le temps où en fait les villes pouvaient candidater et faire des campagnes de communication, mais quand même, on peut dégager un certain nombre de grandes tendances.
Bon, ça vous étonnera pas, celle qui m'a semblé vraiment être transversale, bon, c'est la transition, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans pratiquement la moitié des lauréats une dimension qui relevait de la transition, de différentes façons, souvent quelque chose de très riche et de différent en fait d'une campagne à l'autre, mais qui avait quand même cette dimension-là et cette intention-là tout au long de ces campagnes. Une autre thématique que j'ai trouvée très forte, alors le réseau Capcom, ça fait des années que je vous suis, parce que dans mes cours, c'est une référence pour moi. Donc, j'ai trouvé que par rapport aux autres campagnes, il y avait une dimension participative de plus en plus forte qui était au cœur d'un certain nombre des lauréats que nous avons pu regarder. Et puis, bien entendu, le Covid a marqué sa place, fait sa trace en fait dans les campagnes. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est la capacité de résilience qu'ont montré beaucoup de communicants et d'institutions publiques par rapport à cette force de frappe qui nous a été imposée. Et c'est finalement des petits poussés, des voix malines, une façon d'envisager les choses qui était originale, qui m'a intriguée et qui m'a aussi beaucoup émue en fait. Donc, on va retrouver vraisemblablement ces remarques à travers le palmarès, qui est le reflet du regard du grand jury. Merci Céline Pascual-Espugny. On vous retrouve de toute façon tout à l'heure, parce que j'aimerais vous entendre et argumenter sur le choix du Grand Prix, qui est chaque année quand même un moment important. Et je rappelle à toutes les personnes, vous êtes près de 400 à nous suivre. C'est un sujet qui sera repris dans la newsletter. Bien sûr, on va décrypter, on va reparler de ce palmarès et du Grand Prix. Et nous souhaitons d'ailleurs pouvoir décrypter un des dossiers, sans doute le Grand Prix, lors d'une étape du Capcom Tour. Donc, à tout à l'heure, Céline Pascual-Espugny. On va passer tout simplement maintenant à la présentation de ce palmarès que je vais essayer de faire rapidement avec l'équipe qui est ici et qui me soutient. Merci donc à Lucille, à Anastasia, à Andréane et à toute l'équipe de Capcom qui a travaillé à la réussite de cet événement et à la tenue de ce prix. Nous allons donc suivre en fait un déroulé que j'espère le plus rythmé possible, de façon à ce que on ne s'endorme pas devant son écran d'ordinateur et de façon à ce qu'on puisse aussi voir et comprendre l'ensemble de ces dossiers. Nous n'aurons pas le plaisir de faire monter sur scène l'ensemble des lauréats. On aura l'occasion de les retrouver dès qu'on pourra en présentiel et avec le vaccin, on a de bons espoirs. En tout cas, pour le moment, il est temps de partir à la conquête du premier trophée qui sera le lauréat de la catégorie com interne. Donc, la com interne, bien sûr, dispositifs de communication qui sont destinés aux agents et aussi aux élus pour favoriser la compréhension des projets, créer du lien ou valoriser les métiers. Mais nous allons tout simplement découvrir ensemble les nominés dans une petite vidéo et attention, à la fin de la vidéo, on va vous révéler le nom du lauréat. Alors, on a un peu peur quand on voit ces vidéos de voir débarquer ici dans le champ une personne en combinaison, mais je vous rassure, on n'a pas prévu ça. Et on va surtout féliciter Mulhouse Agglo et la ville de Mulhouse pour cette campagne de sensibilisation à la gestion des emails professionnels. Et si vous voulez en savoir un peu plus, voilà comment on va procéder. On va regarder une courte vidéo qui a été préparée exprès pour nous par les lauréats pour nous expliquer cette campagne. Sensibiliser les agents à une gestion équilibrée de leurs emails est une action au long cours menée depuis 2014. Objectif principal, réduire le stress en aidant les agents à utiliser leur messagerie de manière plus efficace.
Un groupe de travail, composé d'agents volontaires de toutes catégories et de différents services, a mis à jour en 2017 la charte Email Attitude, regroupant les conseils pour une gestion apaisée de sa messagerie. Pour la faire vivre, les membres du groupe ont imaginé et réalisé des tutoriels vidéo visant à faire connaître les fonctionnalités de la messagerie Outlook. 35 rendez-vous astucieux d'Outlook ont été ainsi diffusés entre novembre 2017 et juin 2019, clôturés par un jeu concours. Une fois ce matériel pédagogique créé, l'objectif était d'amener plus largement les 1000 agents utilisant leur messagerie professionnelle à repenser leur rapport aux emails. Le concept de la campagne ? Personnifier l'email. Monsieur Email illustre ainsi de manière ludique et décalée nos mauvaises et bonnes pratiques. Le cœur de la campagne est une vidéo tournée uniquement par des agents, au casting comme à la réalisation. Envoyée par email, diffusée sur intranet, puis lors des vœux au personnel 2020, la vidéo a largement touché son public. Pour rester dans les mémoires, une campagne d'affichage a suivi sa diffusion. Reprenant 4 situations fréquemment vécues par les agents, elle rappelle les astuces d'utilisation d'Outlook et renvoie vers la charte et les tutoriels en ligne. L'adhésion à la campagne a été amplifiée par le mystère. Qui est ce collègue se cachant derrière Monsieur Email ? Certains ne le savent toujours pas. Le capital sympathie du personnage a permis de le faire intervenir au début de la conférence des cadres en décembre 2019 afin de rappeler la consigne de déconnexion pendant la plénière. Une apparition applaudie. Face à la recrudescence des emails liés au confinement et au télétravail, Monsieur Email a de beaux jours devant lui. Pour rappeler les bonnes pratiques, une suite de ses aventures est prévue en janvier 2021. Voilà un sujet et de méthode de travail et une réalisation qui a particulièrement séduit le jury de Capcom pour ce Grand Prix 2020. Un sujet qui concerne tout le monde et qui, c'est vrai, pourrait être décliné dans d'autres organismes, dans d'autres situations. Bravo donc pour l'efficacité de cette vidéo qui a été jugée didactique et humoristique. Il nous faut maintenant passer à la catégorie suivante. Cette catégorie s'appelle communication d'accompagnement de projet. Voilà. On retrouve une trace des campagnes sur la communication de chantier dans l'histoire de Capcom. Il y a 30 ans, c'était à peu près le nom de la catégorie. Aujourd'hui, on va donner à voir, à connaître, à comprendre les grands projets d'une collectivité ou d'une institution. Nous allons donc découvrir les nominés et bien sûr le lauréat. Bravo donc pour Grand Paris Sud, qui est une collectivité de 353 000 habitants, comme le dit le nom, au sud du Grand Paris. Un événement donc 100% éco-conçu, en résonance avec la thématique de l'année à Capcom, et qui a été réalisé à l'occasion des vœux 2020, pour marquer donc l'engagement de la collectivité en faveur de la transition socio-environnementale. Et nous allons pouvoir découvrir ce dispositif intelligent en direct, plutôt en détail. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à organiser les vœux de Grand Paris Sud. L'agglomération a pour ambition de réinventer l'exercice et de surprendre un public très habitué aux cérémonies des vœux. Au-delà de cet événement, la campagne des vœux 2020 incarne l'engagement de l'agglomération pour la transition sociale et écologique du territoire. Votre cible ? Les partenaires et les agents de Grand Paris Sud. Votre objectif ? Marquer les esprits, faire de cette cérémonie une expérience unique,
penser et concevoir un événement zéro déchet de A à Z. Faire bouger les lignes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Votre première difficulté sera de trouver un lieu insolite, pouvant accueillir plus de 1500 invités en plein hiver avec une co-construction partenariale. Ce lieu sera au cœur du projet. Si ce n'est pas mission difficile, c'est mission impossible. Bonne chance! Ce message ne s'autodétruira pas dans 5 secondes, mais sera recyclé dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup Capcom, on est très fiers ici à Grand Paris Sud de remporter ce prix. C'est un véritable défi d'organiser sur une plateforme de compostage des déchets un tel événement. Il a fallu l'audace du cabinet et du président et leur confiance nous a vraiment donné des ailes. Effectivement, ça a été un réel challenge qui nous a poussé à remettre en question notre mode de fonctionnement pour aboutir à un événement zéro déchet. Et puis ça a été une aventure collective. On a tout réalisé en interne avec la complicité des directions. On partage le prix avec eux. Et puis maintenant, on est incollable sur le chauffage à base d'huile de friture recyclée et sur la sobriété numérique. Ouais, c'est vraiment une très très grande fierté d'avoir réussi ce pari et de se voir récompensé aujourd'hui. Merci Capcom et merci à tous. Merci Capcom. Au revoir, bravo et merci. C'est inspirant et je dois vous avouer que nous, ici à Capcom, on a voulu faire pareil. On se dit, bon tiens, créer un événement en recyclant nos mobiliers, c'était la bonne méthode pour travailler intelligemment et dans une optique de développement durable. On reconnaîtra d'ailleurs ici un coin du bureau véritable de Bernard Deljari et à côté de moi, le coussin de Dominique Mégard. Vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme. Bravo donc à Grand Paris Sud, une campagne de valorisation d'un service public qui n'est pas un one-shot. On l'avait bien compris, cela marque le coup d'envoi d'un projet au long cours pour cette collectivité. Eh bien, on leur souhaite de continuer sur cette lancée respectueuse de l'environnement. Nous allons passer maintenant à la catégorie suivante, qui est la communication culturelle et événementielle. Et on va donc découvrir ensemble, bien sûr, d'abord les nominés et ensuite le lauréat. Bravo au Musée d'art de Nantes pour ce dispositif de valorisation de l'exposition Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes. Et on va essayer de comprendre comment tout ça s'est passé. Vous allez voir in situ également. Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, c'est la première grande exposition que le Musée d'art de Nantes a proposée 2 ans après sa réouverture. Pour la campagne de com', il s'agissait de promouvoir l'exposition tout en répondant à 3 grands enjeux. Faire événement à Nantes, parce que ce musée s'adresse à tous les Nantais. Retentir au niveau national, tout en réussissant à parler aussi bien au grand public qu'aux spécialistes des beaux-arts.
Dans la campagne de communication, il fallait montrer en une seule image que ce n'était ni une exposition sur Charlie Chaplin, ni une exposition sur les artistes d'avant-garde, mais qu'il s'agissait plutôt d'un dialogue entre les deux et de montrer que Charlie Chaplin a influencé ces artistes d'avant-garde. Donc l'affiche nous plonge tout de suite dans un univers burlesque et moderne avec le personnage de Charlot et en empruntant des codes de l'école du Bauhaus et du constructivisme russe. Ce mélange fait qu'elle s'adapte au grand public comme aux spécialistes car l'approche se veut ludique et avant-gardiste. Une police de caractère a été redessinée aussi à l'occasion par Nicolas Hubert, le graphiste qui a été choisi pour la créa de cette exposition. Sur les réseaux sociaux, la communication s'est d'abord centrée sur Charlie Chaplin, avec des quiz pour savoir si les visiteurs connaissaient bien l'artiste. Et une fois l'exposition lancée, nous nous sommes peu à peu éloignés de Charlot pour laisser place au sujet central de l'exposition. Pour réussir à toucher nos cibles, on a organisé une campagne en 360 degrés, orchestrée en 4 grands temps. L'annonce, puis le lancement de l'exposition, un récit au fil de l'eau, et enfin le sprint final, dernier jour pour profiter de l'expo. Grâce au soutien de Nantes Métropole, on a pu faire de l'affichage dans le centre-ville de Nantes, dans toute la métropole, mais aussi et surtout dans les régions du réseau Grand Ouest. Au niveau national, nous nous sommes concentrés sur la presse, en relation presse avec notre agence à Lambray et avec de nombreux partenariats médias, et sur de l'affichage que l'on a fait dans le métro et dans les gares parisiennes. Pour apporter une dimension plus humaine et plus événementielle à notre communication, on a choisi de faire du théâtre de rue. On a pour cela sollicité une compagnie de théâtre qui a interprété de façon décomplexée le propos de l'expo par des scénettes d'improvisation, par exemple. On a ensuite fait un after-movie que l'on a diffusé sur nos réseaux sociaux lors de notre seconde vague de communication. Puis l'exposition a vécu pendant toute sa durée grâce notamment aux photobooths qui a permis aux visiteurs de prendre la pose dans la peau de Charlot et de partager ses photos avec le hashtag Nantes Chaplin. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de publier sur ce Livestorm. Ça nous fait chaud au cœur et ça fera certainement très chaud au cœur également aux candidats et aux lauréats. Cette campagne qu'on vient de voir s'adapte aux outils et aux cibles et accompagne le projet culturel à la hauteur de ses ambitions. C'est ainsi que le grand jury s'est exprimé. Nous allons maintenant passer à la catégorie suivante qui s'appelle communication citoyenne et qui vise en fait tous les dispositifs dont le but est de promouvoir l'engagement citoyen. Nous allons découvrir ensemble tout de suite les nominés et le lauréat. Bravo à ce qu'on peut appeler un petit pousset, puisque la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage est donc un lauréat, un grand lauréat, mais une petite collectivité. Bravo pour cette tournée sur le terrain afin de parler à la jeunesse et parler également de mobilité. On va voir un peu de quoi il retourne, car le sujet était intéressant. Toc, évidemment, il y avait la notion de réseau social. Vous allez voir que le réseau, en fait, il existe en vrai. Et c'était une itinérance, un peu comme Capcom Tour, finalement. On va voir ça tout de suite. Ça, c'est Toc Toc. C'est un dispositif de la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage. Et on va à la rencontre des habitants là, tout le mois de septembre pour mieux comprendre leur mode de vie, essayer de saisir leurs habitudes, leurs difficultés au quotidien, que ce soit en termes d'éducation, de déplacement, d'accès aux loisirs aussi. Et souvent, on est quand même sur un territoire rural où les distances peuvent être importantes. On est à la campagne, donc il y a peu de transports en commun. Donc c'est vrai que les jeunes n'ont pas toujours leur permis, n'ont pas toujours les moyens d'avoir un véhicule.
Donc ça nous semblait important de voir comment les jeunes ressentaient la mobilité sur leur territoire et ce qu'on pouvait leur apporter. À partir du moment où on doit monter une stratégie, que ce soit pour le PSL ou pour la mobilité, ça paraît une évidence que de partir des réalités du terrain. Tout à fait. Donc aller les rencontrer vers eux, c'est quand même le meilleur moyen pour savoir ce qui est nécessaire, quels sont leurs souhaits et leurs besoins. Et ça paraît important aussi de leur permettre d'avoir accès à tout ce qui est proposé sur le territoire, au niveau sportif, au niveau culturel, cinématographique, etc. On a co-construit en fait cet outil avec nos partenaires associatifs du territoire dans le choix un peu des dynamiques. On a pensé les outils. Dorine qui est ici, qui anime en fait la démarche, a proposé en fait tout un tas d'outils pour faire parler les gens, pour les interpeller sur leurs besoins, leurs attentes, leurs envies aussi pour faire bouger le territoire. Donc le principe il est simple, vous avez des cases qui sont colorées, vous lancez le dé et par exemple là on est sur la case jaune, donc on tire au hasard une carte jaune et il y a une petite question derrière. Il faut juste répondre à la question, en fait nous on prend en note la réponse et puis après on passe à la question suivante. Et donc vous avez toutes les thématiques sur lesquelles on s'interroge en ce moment. C'est un outil qui est innovateur parce que déjà il a été complètement fabriqué en régie, c'est-à-dire que l'idée, les matériaux, les jeux, tout a été fabriqué par les agents. Là, on a vraiment un outil qui a évolué au fur et à mesure des dates, même en fonction de ce qu'on s'est dit aussi entre nous, de ce qu'on a pu observer. Les agents étaient à l'écoute, se sont beaucoup investis, les élus aussi. Je pense que vraiment cette idée d'aller au-devant, d'aller vers, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et qu'il va falloir continuer d'exercer. Il va vraiment falloir qu'on exerce la politique collective comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends quand on veut monter des projets. Aller vers les gens. Si on veut créer du lien, il faut aussi que nous, on aille vers eux. Bravo à la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage avec ses 48 000 habitants qui a réalisé ici une micro-communication qui mobilise l'ensemble du tissu local et qui engage un dialogue constructif, un enjeu d'actualité pour la communication publique. Nous allons maintenant aborder une catégorie que beaucoup de personnes attendent puisqu'il s'agit de celle qui traite de l'attractivité, la catégorie marketing territorial, stratégie de promotion touristique, économique ou résidentielle. Et nous allons voir quelle a été la livraison 2020 sur ce sujet et découvrir bien sûr le lauréat ou la lauréate. Voilà, nous sommes avec une campagne qui met en avant le redémarrage de la filière touristique au lendemain du premier confinement. Un dispositif qui porte sur la notoriété et dont on va comprendre le fonctionnement et les ficelles à travers cette petite présentation. Salut à toi, professionnel de la communication publique. Tu te demandes comment le département de Lot-et-Garonne a réussi à être lauréat du prix marketing et attractivité territoriale de Capcom? Eh bien, en fait, la question est vite répondue. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité. Tout a commencé par une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Les vacances des Français s'annonçaient plutôt tristes. Et c'est à ce moment-là que le conseil départemental et le comité départemental du tourisme se sont alliés pour envisager une grande campagne de soutien au tourisme local. Le brainstorming pouvait commencer. On n'était sûr de rien. Sauf peut-être que cet été-là, les vacances ne seraient pas ça, ni ça, ni ça, ni ça. Mais on s'est dit que finalement, les vacances, ça pourrait être aussi ça, ou encore ça. Alors, on a pensé que ça pourrait intéresser les habitants du Grand Sud-Ouest. Pour le département Cœur du Sud-Ouest, ça tombait bien. Et au-delà, les métropolitains en manque d'espace et de nature, notamment les franciliens.
Bah oui quoi, en Lot-et-Garonne on ne manque pas d'air. C'était donc ça l'idée. Inverser les valeurs habituellement idéalisées dans une société d'hyperconsommation mise à mal par la crise sanitaire. Et des preuves, on en a trouvé. Tant et si bien que le département et le comité départemental du tourisme ont lancé un grand jeu concours. Voir le produit c'est bien, y goûter c'est mieux. Ça a fait 65 000 envieux et un bon millier d'heureux. C'est alors que tout le système de communication à 360 degrés a pris son essor en direction des différentes cibles. Les Lot-et-Garonnais en premier lieu. 47 nuances de Lot-et-Garonne ? Mais vous ne manquez pas d'air, dites-moi. Et au-delà, les habitants de la grande région, et tout particulièrement ceux des métropoles bordelaises et toulousaines. Avec des ballons, évidemment, puisqu'on ne manque pas d'air, et même des flyers avec des graines qui poussent dedans. Sans oublier l'Île-de-France. Et oui, même à 800 km, on a vu le Lot-et-Garonne, et on en a entendu parler. La mécanique était lancée, avec un objectif, aller chercher les vacanciers en mal de grand air là où ils étaient. Bah oui, sous le bon coin aussi. La saison battait son plein. Et puis, au milieu de l'été, la question s'est posée de relancer la machine pour maintenir la dynamique. Et c'est là que l'équipe projet est venue me chercher. Moi, le vacancier anti-bling-bling, amateur de plaisir simple et militant du retour aux sources dans cette période troublée. Salut à toi, vacancier. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Toi aussi, tu rêves d'acquérir ce genre de véhicule. Sans me vanter, je crois pouvoir dire que j'ai vraiment donné un second souffle à cette campagne qui a eu un impact jusqu'à l'arrière-saison. Et bien sûr, les réseaux sociaux, particulièrement auprès des jeunes. Alors, la question était vite répondue, non ? Félicitations au département du Lot-et-Garonne qui met en avant dans cette campagne le positionnement tourisme durable, voilà, qui nous parle, car il est pertinent à l'heure de la transition du marketing territorial vers une attractivité plus soutenable. Nous arrivons à peu près à la moitié de ces remises des prix. J'espère que tout se passe bien chez vous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et j'observe que vous continuez à faire des messages. Merci à ceux qui disent merci et merci à ceux qui contribuent. Il est 15h et quelques et nous allons maintenant voir les deux dernières catégories, j'allais dire classiques, de ce Grand Prix Capcom et nous allons terminer avec un sprint final qui concernera 3 catégories un peu particulières et notamment la dernière qu'on remettra avec ce prix qui est le Grand Prix. Donc, pour en revenir aux catégories classiques, les 7 grandes catégories du Grand Prix Capcom, il nous faut maintenant parler de cette communication comportementale, celle qui va permettre de faire évoluer les comportements des citoyens et des usagers. Vous allez reconnaître là un certain nombre de grands classiques. Un lauréat, le département du Calvados, pour ce dispositif de prévention des violences familiales pendant les confinements, un sujet qui était intéressant et qui se détache quand on regarde un certain nombre de communications qui se font aujourd'hui après un deuxième confinement. On en mesure toute l'importance. Voyons justement comment tout s'est passé, comment les décisions ont été prises et comment s'est réalisée cette campagne intelligente. La protection de l'enfant et plus largement l'accompagnement des familles sont deux missions essentielles du département du Calvados. Dans le contexte inédit du premier confinement, les professionnels de l'enfance ont dû réinventer le dialogue entre ces professionnels de terrain et les familles pour prévenir d'éventuelles difficultés. Au vu des risques liés au confinement, l'accent devait porter sur la lutte contre les violences conjugales et le syndrome des bébés secoués. En cette période inhabituelle pour tous, des thématiques plus larges ont été identifiées. Les disputes, les accidents domestiques, le télétravail. Ces problématiques appelaient un conseil récurrent. Prendre du recul et rester calme. Le concept de la campagne était trouvé. Parents, restons zen, des conseils pour vous aider.
Côté éditorial, le parti pris était bienveillant, avec un ton déculpabilisant pour ne pas stigmatiser les familles. Côté visuel, une vidéo animée mettait en scène des situations familiales différentes. Le numérique s'est imposé comme le meilleur canal pour toucher un public large et éviter au maximum la perte de contact. 9 vidéos ont ainsi été produites et diffusées sur un mois. Les messages se terminaient toujours par une mise en avant des numéros d'urgence. Cette campagne a touché plus de 112 500 personnes sur les réseaux sociaux. En parallèle, le site calvados.fr et le magazine du département proposaient des contenus enrichis, notamment par des idées d'activités pour rompre l'ennui et favoriser la cohésion familiale. L'intérêt de cette communication est qu'elle peut vivre bien au-delà du confinement, puisque les conseils donnés seront toujours d'actualité. Pour le grand jury, cette campagne était une communication qui abordait sous un angle intéressant le confinement, plus concret et plus populaire que les communications sanitaires classiques. Vous êtes nombreux à demander des précisions. Je tiens à vous dire que vous allez pouvoir revoir en replay l'ensemble de ce palmarès. Vous pourrez également retrouver sur la newsletter et puis plus tard d'ailleurs dans les cahiers Capcom qui seront publiés au printemps 2021 un certain nombre de campagnes. D'abord la présentation d'ensemble des nominés et un certain nombre de décryptages. Il est intéressant pour nous maintenant de clore donc les 7 catégories classiques avant de rentrer dans les 3 catégories de la fin. La communication institutionnelle avec cette pédagogie de l'institution pour mieux comprendre ses missions, ses compétences et ses fonctionnements. Et je vous invite à regarder donc les nominés et pour découvrir le lauréat. Bravo à Grand Paris Sud pour cette campagne qui explique clairement le rôle et les compétences de cette toute jeune agglomération. Voyons justement quelques détails supplémentaires pour mieux comprendre leur travail sur cette campagne. Alors, on n'a pas la vidéo tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de la regarder tout à l'heure. Je vais passer à la catégorie Prix des jeunes, ANASEJ, qui est décerné par un jury composé de représentants de conseils d'enfants et de jeunes, membres du réseau ANASEJ. Les jeunes décernent leur prix indépendamment des délibérations des autres jurys. Voilà donc une catégorie qui n'aura pas de nominés, puisqu'ils ont travaillé sur la base des dossiers. De leur côté, ils nous ont fourni le lauréat. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir donc le lauréat de la catégorie Prix des jeunes. Bravo à l'Eurométropole de Strasbourg pour cet outil de participation citoyenne qui va capter la parole de tous les publics. Il m'est avis qu'on pourrait utiliser ce petit personnage pour enregistrer la totalité de cette présentation. Comme ça, on pourrait faire la transcription. J'ai vu quelqu'un demander comment faire une transcription. On devrait s'adresser à l'Eurométropole de Strasbourg. Voyons justement comment ça marche avec quelques images. Quel que soit le mode de participation citoyenne qu'on a adopté, que ce soit les réunions publiques, les instances
ou la plateforme de participation citoyenne, on retrouvait toujours les mêmes personnes, qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes. Le défi pour nous, c'était de trouver une solution qui permettait de diversifier les publics. Pour répondre à notre cahier des charges qui était innovant et quand même assez poussé, on a rencontré Democratic Factory qui nous a présenté Phil. On est les deux cofondateurs de la structure de la SAS Democratic Factory qui veut permettre l'émergence de nouveaux outils pour favoriser le renouvellement de la démocratie. Nous, notre objectif est de développer cet outil, Phil, notre mascotte, qui permet réellement d'aller à la rencontre des citoyens, qui est un outil qui s'adapte et qui va vers les gens pour pouvoir collecter de la data, des données, remonter l'information et les analyser. Donc l'outil s'utilise très simplement, on va lui parler, on va lui soumettre sa contribution, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, avec sa voix en appuyant sur un bouton. Donc, pas besoin de s'y connaître en informatique. Cette voix va ensuite être envoyée sur notre serveur. Donc rien n'est stocké dans l'appareil. Sur notre serveur, la voix va se transformer en texte. Donc tout est anonymisé. On est bon d'un point de vue RGPD, on ne peut pas savoir qui a dit quoi, qui a contribué. Ensuite, tous ces fichiers voix vont aller dans une interface d'administration à laquelle a accès par exemple la ville de Strasbourg. Et sur cette interface, on va pouvoir retrouver l'ensemble des contributions et une première analyse sémantique qui permet de relever les mots-clés de chacune des contributions, d'en voir les tendances, de voir est-ce que les personnes ont plus parlé d'écologie, de sujets micro, de sujets macro, etc. Des petits problèmes du quartier ou de problèmes en général de la ville. Et ça, c'est fait de manière instantanée. Ça veut dire qu'on va pouvoir lancer une consultation et directement à la fin de la consultation, on va pouvoir avoir un premier retour avec les principaux mots-clés et les principales tendances entièrement anonymisées. L'idée, c'est de publier instantanément aussi, dès qu'on a ces textes, sur la plateforme d'Open Data pour que les citoyens aient les textes recueillis en même temps que nous. On a baladé Phil un peu partout à l'été 2020 et sur un événement, on a réussi à capter 90% des participants qui se sont exprimés avec Phil. Donc il a vraiment un capital sympathie et il libère la parole. Voilà un outil qui s'attaque frontalement à la participation des publics dits invisibles, un sujet qui nous est cher à Capcom, en allant à la rencontre des personnes éloignées des dispositifs classiques de concertation. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière, puisque tout à l'heure, on avait annoncé Grand Paris Sud, qui était lauréat sur cette campagne qui explique clairement le rôle et les compétences de cette jeune agglomération, donc une campagne lauréate pour la catégorie com institutionnelle. Alors, comment tout ça a fonctionné? On va pouvoir voir la vidéo maintenant.
deuxième prix pour l'agglomération Grand Paris Sud. Merci beaucoup Capcom, on est comblé ici, surtout que ce prix vient récompenser une campagne sur l'enchevêtrement des compétences et Dieu sait que c'est pas un sujet facile. Merci à cette super équipe de communication avec qui je travaille tous les jours, elle est là. Merci beaucoup l'équipe, faites du bruit. Ouais. Et puis, merci à l'agence des Giboulets qui nous accompagne et qui a fait un travail fantastique sur cette campagne avec toute la conception. Et puis enfin, merci aux 23 villes. Une agglomération sans les villes, ça n'existe pas et la communication est vraiment à cette image de ce bloc communal qu'on fait vivre tous ensemble. On a plein de déclinaisons l'année prochaine pour cette campagne à imaginer et plein de beaux chantiers devant nous. Merci beaucoup, merci à tous. Ciao. Bravo pour ce récit également, sous forme de film avec des messages qui nous font revivre un peu toutes les péripéties du travail d'une direction de la communication. Donc bravo à Grand Paris Sud pour un projet qui a été salué par le grand jury pour l'efficacité et le professionnalisme de sa conception, puisqu'ils ont associé par exemple les directions communication des communes membres. Ils ont eu une bonne démarche d'évaluation, etc. Nous allons reprendre maintenant ensemble le cours de notre cérémonie de remise des prix de la com publique, Grand Prix de la communication publique. Ici, nous sommes dans notre nid, c'est le nid de Capcom, hein, ce sont les bureaux de Capcom transformés, mais vous avez vu tout à l'heure, on était aussi en direct à Paris, à Aix-en-Provence, à Grenoble, et d'ailleurs nous allons retourner à Aix-en-Provence tout à l'heure, mais pas tout de suite, car d'abord nous allons voir un prix un petit peu particulier qui s'appelle le prix de la créa. Pourquoi particulier? Parce que ce prix de la création, en fait, il se délibère pas, c'est un vote à bulletin secret qui concerne l'ensemble des jurys, et ce que je vous propose, et là aussi, c'est de découvrir directement la campagne lauréate. Voilà, alors bravo à la ville de Fontaine et cette campagne accompagnera les changements de comportement face à la crise sanitaire encore dans les jours à venir, car on l'a appris eh bien, avec tous ces différents confinements. Elle a eu une suite, elle a encore une suite et elle aura peut-être une suite dans les semaines qui viennent. Découvrons justement le dispositif plus en détail. Mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes. Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. 03, élection municipale. Qu'est-ce qu'on fait? L'affiche mars-avril, les événements. Mais vous êtes au courant de la situation ou pas, là? Quelle situation? Ok. Ouais, Patrick, je te reprends. Ouais. Allez, ciao, en fait. Hein. Mais on se revoit après. Ouais, Noël. Événements annulés, actions suspendues, nous avons essayé de nous réinventer à distance dès le premier confinement. L'objectif a été de repenser nos supports et notamment notre affichage. La mobilisation de toute l'équipe nous a permis de plancher rapidement sur une alternative et avec le soutien des élus, nous avons pu laisser libre cours à notre imagination et improviser au coup par coup la campagne autour de la crise sanitaire. Ouais, Judy? Oui, Chris? On est mal. Carte blanche, carte blanche. C'est en regardant ma fille qui jouait au soleil sur notre balcon que j'ai fait une association d'idées entre le beau temps un peu anormal pour un mois de mars et les vieux adages français. Les dictons nous appellent à une forme de sagesse populaire. Pourquoi pas adapter ces dictons à notre nouvelle réalité. Ouais, salut Matt. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Oui, j'ai pensé à deux dictons là. L'avenir appartient à ceux qui se confinent tôt. Et oui, attends, je te rappelle là, j'ai pas mon attestation. C'est bon tout le monde là? Commence avec les dictons. Détourner les dictons populaires m'a tout de suite donné l'idée de détourner également des images. Il fallait que j'évoque cette nécessité de respecter le confinement, de maintenir la distance, et il fallait le faire de manière positive, surtout pas anxiogène. Nos intérieurs, maisons, appartements, ces lieux de sécurité constituaient ce jour-là la meilleure barrière à la propagation du virus. Et j'ai donc décidé de détourner des scènes simples de notre quotidien. C'est pour quand tu peux, enfin en gros c'était pour hier. Donc si tu peux, ouais. Oui, attends 2 secondes, 2 secondes.
La ville de Fontaine a accompagné les habitants à chaque étape de la crise sanitaire et continue à le faire aujourd'hui. La municipalité a décidé de renouveler la campagne autour de la bienveillance, de la solidarité, avec le déploiement de nouveaux visuels et de nouveaux messages. Bravo, félicitations pour cette très belle campagne qui donc vient de recevoir le prix de la CREA. Mais moi, je me pose une question, je ne sais pas, on pourrait peut-être entamer cette réflexion un de ces jours au comité de pilotage. Quand on voit ces films de présentation des lauréats, on se demande s'il ne faudrait pas faire un 11e prix, le prix des films de présentation des lauréats. Parce que franchement, c'est inventif, c'est bien fait, puis ça nous parle à nous en tant que communicants. Donc bravo doublement à la ville de Fontaine, c'est près de Grenoble. Voilà, nous en avons terminé pour 9 prix. Il va falloir maintenant qu'on s'achemine vers une très grande catégorie, c'est la catégorie hors catégorie, puisque cette campagne qui va vous être présentée maintenant, c'est le Grand Prix. Et le Grand Prix, il est décerné par le grand jury, parmi les campagnes nominées, et ce, toutes catégories confondues. Nous, on sait ce que c'est, parce que c'est marqué sur le trophée qui est ici. Alors, je fais exprès de vous le présenter à l'envers, mais moi, je vois le nom du nominé. Peut-être qu'on va faire arrêter le suspense et découvrir qui est aujourd'hui, pour 2020, le 32e Grand Prix Capcom. Voilà, alors vous pouvez voir sur le trophée maintenant, on a le droit, hein. Donc c'est bien la communauté de communes d'Alpes Azur, voilà. Et c'est un trophée, je le rappelle, qui a été créé par la Fée Crochette et qui sera expédié là, dès qu'on a terminé, on va à la poste et on envoie à la communauté de communes. Alors, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est rejoindre dans quelques minutes la présidente du jury pour qu'elle nous fasse un commentaire, on a envie de savoir. Donc, comprendre un peu les mécanismes, comment ça s'est passé, cette délibération, et qu'est-ce qui l'a poussé, elle et les membres du grand jury, à désigner cette petite collectivité de 10 000 habitants à devenir Grand Prix 2020 Capcom. Mais avant, découvrons de quoi il s'agit, de quoi il retourne, et comment ce système assez étonnant et intelligent, on va dire malin, agile, souple, ce sont des termes à la mode. Allez, on va regarder ça dans un petit film. Il y a toute une vie de correspondance. 9 mars 2019. Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. Voici ce que j'ai découvert. Il s'agit d'une correspondance amoureuse entre Félix, c'est lui, et Germaine, c'est elle. Félix aurait laissé Germaine, qui habitait à Nice, pour aller dans les gorges de Daluis au début du XXe siècle. Cette séparation, qui devait être temporaire, a finalement été définitive, puisque Félix n'est jamais revenu. Et Germaine a refait sa vie. En fait, Germaine était mon arrière-arrière-grand-mère. Et Félix, son premier amour. Ils n'ont pas eu d'enfant. La dernière lettre de Félix à Germaine est assez intrigante. Mon amour, ma chère bien-aimée, je me languis tellement de toi. J'ai pris le mal et je suis alitée depuis une semaine. Germaine, je crois que cette fois-ci je n'en reviendrai pas. Je suis tellement désolée, ma chérie, de ne pas pouvoir honorer ma promesse, de te chérir toute ma vie. Mourir ne me fait pas peur. Ce qui me ronge, ma douce, c'est de ne plus jamais te revoir. J'avais trouvé, Germaine, j'avais tout trouvé. Et je te laisse tout, pour toi. Adieu, ton Félix, qui t'a tant aimé. Qui n'a jamais aimé personne d'autre que toi. Qu'a bien pu trouver Félix? Et qu'est-il devenu? C'est une très belle histoire, effectivement, mais malheureusement, au risque de vous décevoir, ce n'est pas vrai.
En réalité, nous avons inventé les personnages de Félix et Camille grâce à ce que les habitants nous ont raconté du territoire, les photos, les textes qu'ils nous ont amenés. La réserve naturelle a été créée en 2012. C'est donc un territoire récent qui avait peu de légitimité à l'époque. Donc le défi pour nous, c'était de faire en sorte d'avoir un outil qui permette de diffuser la connaissance, de fédérer les habitants et aussi de valoriser le territoire. Nous ne voulions pas que ça soit un outil institutionnel classique, mais on voulait un outil poétique, un outil décalé. Le premier pari, en fait, c'était de dire que la communauté qu'on souhaitait fédérer autour de la réserve, on allait la fédérer non pas autour des enjeux écologiques ou du patrimoine naturel, qui sont quand même en fait le cœur de métier d'une réserve, mais qu'on allait la fédérer autour de l'imaginaire. On voulait une histoire à laquelle on a envie de croire, et on voulait même une histoire dont on saurait qu'elle est fausse, par exemple, et malgré tout, on aurait quand même envie d'y croire. Elle est où? Je la vois peut-être là. Donc très vite, on est parti sur l'idée d'une histoire vraie, d'une fausse histoire vraie. On a fait en sorte que tout puisse être vrai, que tout soit probable. Et donc nos personnages fictifs ont rencontré des vrais habitants du territoire qu'on a intégrés à l'histoire du web récit. Il y a eu toute une campagne d'affichage qui a été mise en place, non seulement pour leur faire connaître le projet, mais aussi pour les inviter vraiment à participer. Également aussi une campagne dans les médias et le projet a été présenté à plusieurs reprises lors de réunions publiques. Également une page Facebook qui a été mise en place, donc la page de Camille qui a commencé à raconter son aventure 1 an avant la sortie officielle du web récit et ça a créé une vraie communauté en fait, ce qui fait que le web récit était assez attendu à sa sortie. Quelque chose de déterminant, ça a été aussi la participation de volontaires en service civique qui a permis aussi de faire marcher le bouche à oreille. Pour créer du lien et notamment du lien entre les générations, ça a été la participation des centres périscolaires et des écoles. Après 2 ans de réalisation, Félix et le trésor des Gorges Rouges s'est concrétisé en 2020 par un web récit. On va partir avec Camille sur les traces de Félix. C'est vraiment le centre névralgique où on va retrouver des photos, des vidéos, des portraits, des interviews des habitants du territoire. On va aussi avoir plein d'informations sur la réserve naturelle, de la faune, de la flore, de la géologie. Ce projet se concrétise aussi sur le terrain, il se veut transmédia, comme en 2019 une randonnée sur les traces de Félix qui a été un franc succès. On a aussi la naissance de fiches pédagogiques à destination du grand public et des scolaires, également la mise en place de panneaux d'information et dans les cartons, un jeu de piste. Félix et le trésor des Gorges Rouges, ça va permettre aux habitants du territoire de s'inspirer de cette histoire pour pouvoir créer des outils, des projets et des produits pour continuer à valoriser ce territoire et à le faire vivre. Moi je suis sûre qu'il a existé, Félix. Même mon beau-père, qui est décédé actuellement, il nous en parlait, il aurait existé donc. Le trésor, il existe. Je pense qu'ils l'ont trouvé il y a longtemps. Oui. Bien sûr, oui. Non, il est là-haut, il est sur le dôme de Barreau. Je les ai croisés là, les habitants des 3 hameaux là, quand je vais sur le terrain, je les croise régulièrement, ils me disent qu'ils ont trouvé une carte. Camille, je la connais, je l'ai croisée à la foire à Guillaume il y a à peu près 2 semaines, donc elle existe bien. Félix, mais bien sûr qu'il a vraiment existé. Mais c'était peut-être pas Félix, c'était peut-être Arthur ou Georges. Le trésor, il existe, il est là, il est sous nos yeux. Quand nous allons dans la rue, les habitants connaissent Félix et Camille. Ils nous posent toujours la question « et alors ce trésor ?» Donc on sent que ce projet a bien marché sur le territoire. Quand on a sorti le web récit en janvier 2020, le teaser a fait plus de 7000 vues. Donc pour nous, c'était vraiment une belle réussite, étant donné qu'on est sur un territoire très faiblement peuplé. Il y a environ 650 habitants à Guillaume et 150 à Dalhuis. La page aussi Facebook de Camille a 1500 amis à peu près, ce qui est aussi très sympa, avec beaucoup de partage. Donc on espère vraiment que ça va se poursuivre, que les acteurs du territoire vont s'emparer encore et encore de cette histoire. Et merci au Grand Prix de mettre aussi encore en lumière ce web récit. Germaine, ma chérie, je me languis de te revoir. Alors, Madame la Présidente, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Félix et le trésor des Gorges Rouges? En fait, on a été nombreux à avoir un coup de cœur pour de multiples raisons et qui étaient toutes bien. Il y a eu parmi nous un certain nombre de personnes qui se sont dit que c'était une campagne qui était extrêmement sensible
qui arrivait à construire une histoire, quelque chose qui est une trame narrative à la fois très ancrée dans le territoire, très humaine, et qui arrivait en fait à mettre en valeur un certain nombre de choses qui existent, patrimoniales, mais aussi les habitants du territoire. Et donc, ça nous a touchés. C'était l'histoire du petit poussé qui a su trouver, en fait, qui a su vraiment toucher les personnes et qui a su aussi, surtout, et ça a touché beaucoup d'autres personnes dans le collectif, dans le jury, ils ont su construire une histoire avec les habitants, ils ont su mobiliser. Ils ont su lier les paroles, ils ont su créer beaucoup d'humanité et beaucoup d'attentes, en fait, au travers de ce récit. D'autres ont été aussi assez impressionnés par le fait, le fait que ça ait pris, en fait, le fait que ce soit un objet communicant qui a un gros potentiel, qui arrive effectivement à créer une histoire, à trouver la place donc de ces gorges rouges, à travailler sur des communautés qui sont toutes jeunes, mais qui du coup arrivent à avoir une identité à la fois graphique, mais aussi une histoire, une légende. Et puis c'est aussi ce côté un peu mystérieux, un peu légendaire qu'ils ont réussi, et poétique, qu'ils ont réussi à mettre en avant, qui a fait qu'en fait cette campagne de communication s'est trouvé naturellement projeté par rapport comme Grand Prix et comme coup de cœur, en fait. C'est une très jolie histoire. Alors, cette un tout communauté petit de mot. communes, Alpes-Azur, c'est, on le rappelle, 10 000 habitants, en fait, un tout petit peu moins d'ailleurs. Et c'est donc un petit poussé, comme on le dit souvent, mais enfin, c'est en gros une collectivité de petite taille. Mais en fait, c'est pas vraiment ça que vous avez voulu mettre en avant en décernant ce prix. C'est, j'allais dire, plus finalement leur approche qui pourrait être déclinée, y compris dans des territoires beaucoup plus vastes. Voilà, c'est exactement. Et c'était l'une des choses aussi que je voulais vous dire, c'est-à-dire que ce qui a touché le jury et ce qui a été bien, c'est qu'on y a vu aussi une façon intelligente de parler du territoire. On a vu quelque chose qui pouvait être reproductible, en fait. Construire avec les gens une histoire, peu importe que Félix n'existe pas, c'est vrai, il y aura Arthur, il y en aura d'autres. Et puis, de toutes les manières, c'est quelque chose qui s'est construit avec les habitants et à partir de là, ça prend vie, en fait. Comme d'autres histoires ont déjà des légendes, la bête du Gévaudan, la forêt de Brocéliande, voilà, ce territoire-là a trouvé sa trame, a trouvé son récit, a trouvé ses héros, ses narrateurs, et surtout a trouvé une façon de voyager dans ce territoire et de le mettre en valeur d'une manière intelligente, en montrant la gastronomie, en montrant voilà, ce qui existe, la vie des gens, et ce qui est très très bien, c'est qu'ils ont tous su, on a eu l'impression, compte tenu de tout le matériel qui nous était donné, qu'on a quelque chose de complexe qui s'est passé au sens où il y a du web récit, mais il y a aussi du digital. Enfin, il y a quand même une communication 360 derrière. Il y a une vraie communication humaine en face à face. Il y a eu de la construction participative. Et tout ça nous a paru très bien trouvé, en fait. Mais tout ce que vous dites sur la façon de construire un récit, est-ce que ça rentre en résonance avec votre travail de professeur des universités? Je le rappelle, vous intervenez dans une formation de journalisme. Oui, et je viens de passer, effectivement, on est en plein colloque là sur la dimension des héros et le rôle de ce que ça peut prendre, en fait, pour de levier ou de blocage, etc. On est en train de réfléchir dessus. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on parle de transition ou quand on parle de communication sur l'évolution actuelle naturelle et tout ce que ça peut aussi avoir de sociétal, qui est vraiment ma thématique de recherche depuis 20 ans, en fait, on se rend compte qu'on se retrouve dans des récits du quotidien, on se retrouve dans des histoires qui nous sont proches, et de plus en plus, on retrouve en fait une dimension sensible qui est vraiment importante. Donc cette dimension en fait humaine, proche et puis sensible, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans ce Grand Prix. Alors ça rentre en complète cohérence en fait avec ce qui me touche beaucoup aujourd'hui et ce en quoi je crois en termes de communication. Je pourrais vous le démontrer même, mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter dans d'autres prix, et dans d'autres lieux. Moi, je vous lance une invitation, Madame la Présidente, est-ce que vous seriez disponible pour nous rejoindre et nous faire une conférence sur ce thème ou sur un autre? En tout cas, il faut que ça ait un lien avec la transition. Donc, sur une étape du Cap Tour, si jamais on en tient une dans le sud de la France, est-ce que vous seriez là? Mais avec grand plaisir. Et puis oui, j'ai plein de choses à vous dire. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 20 ans que je travaille sur la dimension, en fait, sociale, responsable et environnementale de la communication. Donc, j'ai plein de choses à raconter.
Alors, ce n'est qu'un au revoir, Céline Pasquale Espuni. Merci, à très bientôt sur un des événements de Capcom. Là, ce ne sera pas à l'antenne, ce ne sera pas en virtuel, ce sera en réel. On sera agile, nous aussi, et souple. Et les dates, elles sont fin janvier, début février. Mais tout ça, je ne vais pas vous le dire maintenant. On va se retrouver avec Andréane Le Carpentier et on va pouvoir faire un petit point. Andréane, je te propose de me rejoindre. Et moi, je vais m'équiper parce qu'on est en mode Covid. On dit à tout le monde qu'on est très pro sur les mesures barrières. C'est vrai d'ailleurs. Je rappelle qu'on a tenu une rencontre de la com interne et une rencontre de la com numérique en septembre à Paris avec plusieurs centaines de personnes, pas en groupe, bien distants. Et ça n'a pas été des clusters. Donc, quand on dit qu'on vous donnera rendez-vous pour Capcom Tour, c'est en toute sécurité, avec un vrai protocole sanitaire. Attention, on sera extrêmement regardant. Andréane, je te propose, parce qu'on va peut-être se tutoyer vu qu'on travaille ensemble, ce qui serait intéressant, c'est de parler justement de ce Capcom Tour. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus ? D'abord, on a à dire qu'on est tous très frustrés de ne pas être à Rennes aujourd'hui. Donc, on est très concentrés pour travailler sur ce Capcom Tour. On s'est donné comme ambition 6 dates dans tous les territoires en France, dans toutes les régions. Puisque nous ne pouvons nous retrouver tous ensemble à un seul endroit, et c'est nous qui viendrons à vous pour avoir des jauges un peu plus petites et pour, pendant une journée complète, pouvoir travailler sur des conférences, des ateliers, un peu comme des mini-forums. Alors, ces 6 dates, elles sont encore en train d'être calées dans toute la France, mais on a déjà, a priori, notre première date qui sera à Tourcoing, mardi 26 janvier, et ce sera donc l'ouverture de notre tournée Capcom Tour. Magnifique. Donc, le rendez-vous à mettre sur l'agenda post-Covid, plutôt post-confinement. Et ce sera le mardi 25. 26. Mardi 26. Et donc, le lundi 25, il y aura une visite pro, je le dis pour ceux qui veulent en profiter. Et ensuite, on va avoir donc 5 autres rendez-vous dont les dates seront données sur le site. Elles seront toutes diffusées sur le site internet, dans la newsletter de Capcom et par tous les moyens que vous connaissez. Bien. On arrive à la fin de cette journée bien remplie. Je rappelle la conférence qu'on pourra avoir en replay, comme l'ensemble de la production d'aujourd'hui. Et puis, ce palmarès très intéressant qui a été présenté et argumenté par Céline Pasquale Espuni. Nous, ce qu'on va faire, c'est se dire au revoir, mais pas tout de suite, en fait. C'est ça. On a encore quelque chose à se dire. On a un truc à dire. Parce que si je ne me trompe pas, Andréane, quand on est à la fin du forum, c'est un peu comme si c'était le cas, puisqu'on est le 10 et que c'était prévu le 10. À la fin, on a une annonce à faire. Je crois bien. Oui, c'est une sorte de rituel. Et cette annonce, c'est tout simplement quelle sera la ville du Forum 2021. Et on va vous le révéler. On a un petit film, bien sûr, pour vous le dire. Il faut dire les choses comme elles sont. On a été tellement bien accueillis, on a tellement bien préparé ce forum. Bon, la thématique sera différente, bien sûr. On a eu d'excellentes relations avec l'ensemble des partenaires. Moi, j'aimerais saluer d'ailleurs la ville de Rennes, ville et métropole de Rennes. On peut saluer le département de l'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne. Je peux même aussi saluer le couvent des Jacobins, qui est le lieu superbe. Je vous promets de visiter avec vous l'an prochain. Donc, ça y est, c'est sûr. On a fait un peu comme pour les impôts prélevés à la source, on a fait une année blanche. L'an prochain, on reprend tout, on va à Rennes et on fera un très bon forum Capcom. Andréane, je crois qu'il est temps pour nous de nous quitter. Les dates pour ce forum de Rennes, ce sera, on les connaît déjà, 7, 8 et 9 décembre. Voilà, si vous avez un agenda, allez-y, vous pouvez les écrire, c'est 7, 8 et 9 décembre 2021. Nous allons, rendre l'antenne, Andréane, dans ce magnifique studio à Cognac-Lyon. Et nous allons pouvoir… Non, on est à Lyon, mais il n'y a pas de cognac, je vous rassure. Nous allons pouvoir rendre l'antenne et surtout redire des fondamentaux. C'est que d'abord, toutes les informations qu'on a données aujourd'hui, elles sont disponibles sur le site internet et sur des pages spécifiques.
Oui, alors dans les pages Grand Prix, dès demain dans la newsletter, vous aurez l'ensemble du palmarès avec toutes les informations que vous avez entendues et regardées dans cette émission. Et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et évidemment sur le site internet. Oui. Voilà, pour vous inscrire sur le Capcom Tour, je crois que la page est en ligne. J'ai pas vérifié, mais il me semble bien. La première page de Tourcoing est en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà signifier votre intérêt. Il n'y a plus qu'à. Et nous, il n'y a plus qu'à vous dire au revoir. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre pendant cette magnifique cérémonie de remise du 32e Grand Prix Capcom 2020. À très bientôt dans le réseau.